Alexei! Yes! 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 History! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver après donc on va dire des grandes vacances en quelque sorte. Comme je vous l'avais dit, il y avait un heureux événement, tout s'est bien passé. Donc très content de vous retrouver avec une nouvelle tête dans la famille. J'ai envie de faire un épisode qui va être assez court, on va dire c'est un épisode de rentrée, de retour. C'est surtout pour un peu bavarder, voir avec vous un peu ce que vous avez pu voir. Donc lorsque cet épisode va sortir, j'espère avoir des retours de votre côté, savoir un peu ce que vous avez pu voir en termes de baseball, que ce soit de la MLB, que ce soit d'autres ligues, que ce soit même pourquoi pas les Little League, je vais en parler rapidement dans quelques secondes. Avant de commencer véritablement cet épisode, alors que vous avez entendu certainement mon Microsoft Teams, puisque j'enregistre pendant que je suis normalement en train de bosser. C'est pas très bien, mais c'est parce que je n'ai pas de réunion ou d'obligation particulière maintenant, donc j'en profite. Donc au lieu de raconter ma vie, je reviens sur l'instant promo. Vous pouvez bien sûr retrouver cet épisode plus tous les précédents sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, également sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux au global. Et surtout ces bons, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Eh bien, commençons ce podcast. Alors, je sais pas pour la plupart d'entre vous si vous suivez un peu le Homera en dehors, bien sûr, de ce podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a donc une chaîne YouTube. J'avais donc profité de ma période, on va dire, de repos pour pouvoir sortir pas mal de petites vidéos. La première salve de petites vidéos, en fait, se proposait de vous présenter on va dire, les meilleurs joueurs par position all-time en termes de college baseball, même si c'est un classement en fait qui date de 2020 de la part d'ESPN. Il y aurait peut-être certaines choses à redire ou à changer. Donc c'était un format court où je présentais très rapidement en fait les joueurs qui ont marqué ce college baseball par position. Et je pense que je ferai un épisode podcast qui va revenir plus en détail en fait sur ce classement, comment le classement a été mis, et peut-être par position, peut-être pas vous laisser qu'un seul joueur comme je vous l'ai fait pour ces formats courts, mais carrément 2-3 joueurs qui peuvent être en concurrence avec le joueur en question. Donc je réfléchis encore pour le format, mais du coup si ça vous intéresse sur YouTube. L'autre principale salve d'épisodes que j'ai sorti, bon c'était que 4 épisodes, c'est quelque chose d'un peu différent, dont je n'ai pas du tout l'habitude de faire, c'était des recommandations cinéma. Puisque comme vous le savez certainement, le baseball et le cinéma ont une longue histoire d'amour. Euh, le baseball et le sport en général, c'est un matériau très intéressant en termes de dramaturgie, en termes euh, même peut-être d'action, etc., etc., pour le cinéma, pour le transcrire au cinéma. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous proposer, vous recommander quelques films. Là encore, c'est des formats courts où je présente rapidement ces films. Et il n'y a pas non plus de critique en soi des films ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des petites introductions de ces films pour que vous puissiez, pourquoi pas, les découvrir ou les redécouvrir. Donc tout ça, encore une fois, c'est sur YouTube, sur le Homera, et je sais, ça fait un peu promo forcé, mais je voulais revenir là-dessus, puisque je me demandais aussi, vous, en fait, comment vous consommez le baseball en dehors du baseball. Alors, c'est très bizarre comme question, mais c'est dans le sens, est-ce que vous accordez l'importance ou est-ce que vous suivez par exemple, je sais pas moi, des mangas sur le baseball, des films justement sur le baseball, des séries pourquoi pas sur le baseball. Euh, qu'est-ce qui vous donne envie de suivre le baseball en dehors des compétitions de baseball en soi, quoi, en dehors du baseball vrai? Donc je suis très curieux de savoir cela. Donc voilà, c'est une première question que je voulais vous poser. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en message privé ou autre, sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez où je suis, parce que je suis vraiment très très curieux. J'aimerais bien pourquoi pas faire un épisode, ou peut-être même plusieurs épisodes, où j'invite certains d'entre vous et on puisse en parler un peu plus en détail. Parler du baseball, comment ça vous est venu, quel type de baseball vous suivez, et bien sûr donc cette question un peu rattachée à la pop culture et au baseball en général. Donc voilà. L'autre chose que je voulais savoir par rapport à cet été, c'est un peu, quels sont les baseballs que vous avez suivis justement? Puisque c'est vrai que, bon, moi, principalement, je suis beaucoup le college baseball de février à juin, forcément, puisqu'après, ça s'arrête.
Mais en général, bien entendu, je suis la MLB, je suis aussi la NPB. Et là, en fait, vu que aux États-Unis, on a, alors via une application qui s'appelle Soup, S-O-O-P de mémoire. Pourtant, je l'ai sur mon téléphone, hein, mais comme d'habitude, vous me connaissez, la mémoire et moi, c'est incroyable. Je vais regarder sur le téléphone pour vous préciser si c'est vraiment Soup, S-O-O-P, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, Soup, S-O-O-P. Eh bien, j'ai la KBO, la Ligue sud-coréenne. J'avais fait un gros article hein, sur The Strikeout France, sur leur site, euh, pour la présentation justement du baseball coréen avant la World Baseball Classic de 2023. Et du coup, ça m'avait vraiment donné envie d'en savoir plus sur ce baseball. Et donc sur la KBO, qui a été créée en 1982, de mémoire. Et donc, je me suis dit, je vais suivre un peu ce baseball. Et j'ai deux, trois choses à dire, mais avant, sachez-le, j'ai le Covid en fait, donc je risque de tousser assez souvent, et ça arrive maintenant. Donc par la magie du montage, vous n'allez pas trop m'entendre tousser, sauf si c'est en plein milieu de phrase. Je vais essayer de faire attention pour faire des pauses à chaque fois que ça arrive, mais ça risque d'être un peu ennuyant. On va quand même essayer de continuer cet épisode. Alors, la KBO est assez intéressante déjà dans son style qui est beaucoup plus offensif par exemple qu'une NPB. Je rappelle que la NPB, alors on parle, dans le baseball japonais, ils sont plutôt dans une dead ball era. Donc on a beaucoup de grosses performances de pitcher, mais par contre en termes de frappe, hein, c'est la Bérésina. C'est très compliqué. Des joueurs, à part souvent les joueurs étrangers, mais des joueurs japonais à plus de 25 home runs dans la saison, c'est pas si fréquent que ça en ce moment. Bien sûr, pour la NPB, vous le savez certainement, pour ceux qui la suivent, mais c'est bien plus facile si vous êtes hors du Japon de suivre la Pacific League. Donc moi c'est ce que je fais, hein. Je suis la Pacific League que ce soit via leur chaîne YouTube, et notamment la chaîne YouTube anglophone qui propose des retransmissions de matchs en direct une fois par mois ou de temps en temps. Mais ici, ce n'est pas le seul moyen de regarder justement la NPB, puisqu'on a aussi via c'est Dingo. Je vais vous dire ça aussi, hein. J'ai l'application sur mon téléphone, désolé. Je vous dis tout de suite, ouais, c'est ça, Dingo ou Dingo TV. On a en fait FTS Sports qui a des droits sur la NPB, donc encore une fois la Pacific League. Donc ça me permet de regarder même en direct si je suis motivé, si je me suis couché tôt et que parce que les matchs sont à 5h du matin heure américaine dans la semaine, et le week-end c'est plutôt à minuit 1h parce qu'ils jouent en après-midi heure japonaise. Milieu d'après-midi, voilà. Bref. Et donc pour revenir sur la KBO, puisque j'ai parlé de tout ça pour pouvoir réintroduire la KBO, j'ai vu pas mal de différences. Par exemple, déjà il y a en ce moment, dans l'ère moderne de la KBO, 10 équipes. Il n'y a qu'une seule division du coup, il n'y a pas par exemple comme au Japon, division Pacifique et division centrale, ce qui fait qu'on peut suivre toutes les équipes. C'est assez simple à suivre, comme la ligue aussi n'a qu'une quarantaine d'années à peine, c'est facile de retrouver l'historique, de voir à peu près quels ont été les joueurs, quelles ont été les équipes, les dynasties, quelles sont les équipes qui ont remporté le plus de titres. Euh, Moi, je suis tombé amoureux d'une équipe par exemple, qui justement n'a remporté aucun titre. Alors, je ne savais pas avant de tomber amoureux d'eux. Moi, je suis vraiment tombé amoureux sur l'aspect esthétique de leur maillot, hein, de leur jersey. Donc voilà, ça n'a aucun rapport avec un niveau quelconque, puisque d'ailleurs, ils sont derniers de cette ligue. Et voilà, donc encore une fois, je vous introduis un peu ce que j'ai suivi via la KBO, notamment là. C'est pas la première fois d'ailleurs que je regarde la KBO, parce que quand il y avait le Covid, la KBO était une des premières ligues à avoir repris. Et du coup, aux États-Unis, via ESPN, on pouvait regarder des matchs de KBO. C'est comme ça que j'avais eu un peu cette introduction, on va dire, à cette ligue sud-coréenne. Mais vraiment, c'est très intéressant. Alors attention, en termes de niveau, c'est plus faible que la NPB, c'est plus faible encore, bien sûr, que la MLB. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Le shortstop, par exemple, est une position très 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 exposée en KBO. On voit pas mal d'erreurs dans cette position. Bah, après, c'est une position premium, hein, je veux dire, dans n'importe quel championnat, n'importe quelle ligue. En baseball, le shortstop est une position premium. Donc bref, si ça vous intéresse, c'est à peu près les mêmes erreurs que les horaires japonais, à peu près. Encore une fois, je ne sais pas si Soup est une plateforme de streaming que vous pouvez avoir en France, mais essayez de la retrouver, SOOP. Si c'est le cas, essayez de voir si vous pouvez avoir la KBO. Il y a des chaînes hein, pour ça. Moi, je connais pas les chaînes de nom, mais j'ai juste mis KBO streaming sur la recherche, la barre de recherche, et ça m'a amené vers les matchs. Et maintenant, j'ai des notifications qui m'alertent quand les matchs commencent. Donc voilà, voilà. Pour ceux qui ont le temps, qui veulent découvrir encore plus de baseball, n'hésitez pas, la KBO, ça reste sympa. C'est très très sympa, bien plus offensif, par exemple, encore une fois que la NPB. Moins de haut niveau, mais il y a quand même des joueurs assez exceptionnels dedans. Donc voilà, voilà. On parle toujours de l'été, puisque en plus de la NPB, de la MLB, de la KBO, donc du coup cette saison,
j'ai aussi suivi un peu de loin, hein, parce que pour le coup, je ne sais pas où c'est retransmis, la Cape Cod League, hein, je vous en avais parlé lors d'un épisode l'année dernière, si je me souviens bien. Cette fameuse ligue au niveau du nord-est des États-Unis, où les meilleurs prospects qui ont souvent fini leur saison universitaire, par exemple, se retrouvent pour faire une compétition là-bas où les scouts MLB sont euh, légion. Et donc voilà, j'ai regardé, j'ai suivi un peu les performances de un tel et un tel, surtout via des articles. Donc on va y revenir plutôt en deuxième partie de ce podcast-là. Mais le dernier élément que je voulais introduire dans cette première partie de podcast, et savoir si les gens la connaissent, c'est cette fameuse Little League. Les Little League, en fait, c'est quelque chose, c'est un événement mondial. Ce sont des jeunes entre... Alors, pour l'événement principal, parce qu'après, il y a différentes catégories d'âge, et il y a softball et baseball. Mais pour la catégorie principale, c'est des jeunes entre 10 et 12, 13 ans de mémoire. Donc des préadolescents. C'est vraiment la compétition la plus regardée dans cette zone de catégorie, parce qu'après il y a le softball, il y a les jeunes adolescentes par exemple, il y a aussi la senior league, c'est-à-dire les adolescents pour le coup, garçons en baseball qui ont des fois même 15 à 16 ans. Mais encore une fois, l'événement principal c'est cette fameuse Little League des jeunes de 10 à 12, 13 ans. Et moi j'ai été tombé un peu amoureux de cette ligue, c'était en 2021. Et à l'époque, bon, comme on était à peine en sortie de Covid, il n'y avait pas eu la compétition telle qu'elle avait l'habitude de se présenter, c'est-à-dire avec le baseball étranger qui se retrouve en fait à faire ses compétitions d'abord dans son coin, puisque je vais rappeler un peu le format, hein, mais en fait c'est une ligue mondiale, enfin vraiment c'est une compétition mondiale. La finale sur les World Series, on va dire, l'aspect final, hein, les 16 meilleures équipes se retrouvent en fait à Williamsport en Pennsylvanie, mais avant ça, il faut d'abord se qualifier. Donc c'est vraiment des équipes de clubs ou d'écoles ou autres, ça dépend où vous vous situez dans le monde, qui vont voilà, se battre en fait pour être la représentante de leur pays si c'est des internationaux ou de leur région si ce sont des Américains. Quand ils arrivent donc aux World Series, hein, les 16 meilleures équipes, et là encore, vous avez deux brackets, un bracket américain et un bracket international. Le bracket international permet justement aux internationaux de se battre entre eux jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui sorte vainqueur et qui va affronter en finale de ces World Series la meilleure équipe états-unienne, tout simplement. Donc voilà, j'ai suivi cette saison avec un format qui était bien plus sympa, hein. Ça fait deux saisons, on va dire que le format est revenu comme il est normalement, c'est-à-dire donc ce que je viens d'expliquer, et pas une compétition purement américaine. Et on a vu du très très gros baseball, avec pour voilà, vous donner le vainqueur, hein, c'est Lake Mary qui vient de Floride. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le seul match que j'avais vu dans les tours préliminaires, c'était Lake Mary justement face à une petite école de Tennessee pour pouvoir. Alors c'était Tennessee? Non, c'était de Géorgie, pardon, pour pouvoir représenter la région Southeast des États-Unis. Et quand les commentateurs parlaient de Lake Mary, parce qu'ils avaient détruit un peu l'équipe de Géorgie, eh bien, ils ont parlé d'un certain joueur. Et ce certain joueur, c'est Dylan Cruz, puisqu'il vient en fait de là-bas, et donc voilà, la boucle est bouclée. Dylan Cruz qui est maintenant à MLB, donc a fait partie de cette petite école. Et cette école a donc remporté le titre de Little League. C'était face à Asia Southeast de mémoire. Là encore, il y a eu des matchs d'ailleurs vraiment très intéressants. Donc bien sûr, on n'a pas le même style de baseball dans le sens où c'était pas Asia Southeast, c'est Asia Pacifique pour le coup. Ce sont des jeunes, donc ça va être beaucoup plus de small ball, même si on voit quand même quelques home runs et compagnie, hein, et ça reste très spectaculaire. Des fois, on est bluffé par le niveau, notamment des pitchers à un si jeune âge. Je pense notamment au pitcher de la partie Latin America qui a donc euh, euh, fait des merveilles. Je me rappelle plus de son nom, je me rappelle plus même, je peux même pas vous dire qui c'est exactement, mais il avait fait des merveilles. On en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Latin America a remporté, on va dire, la médaille de bronze entre guillemets. Il n'y a pas de médaille de bronze, mais ils ont remporté la place de troisième face à Southwest du côté des États-Unis. Mais en tout cas, on a eu des matchs incroyables. Je me rappelle notamment, il y a eu du Japon face à Latin America. Ça s'est terminé en 3-2 pour Latin America. C'était peut-être le meilleur match, le plus beau match à voir. Mais bon, je vais pas vous en parler 1000 ans. En tout cas, c'est juste pour vous parler un peu de ce que j'ai pu voir cet été. Même si j'étais beaucoup occupé, forcément. Avec un heureux événement vient aussi pas mal de responsabilités. Hein, enfin, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, forcément, on était très 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 occupés, très peu de sommeil, donc bref.
malgré tout, j'ai pu suivre quand même pas mal de baseball, et donc voilà, je voulais vous réintroduire un peu tout ce que j'ai pu voir, et ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous aussi vous avez pu suivre pendant cet été. Donc n'hésitez pas à revenir encore une fois, je sais pas, via des commentaires si c'est sur YouTube, via même des messages privés, via des messages sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je suis juste curieux de savoir un peu ce que vous avez pu suivre hein, lors de cet été. Voilou. On va faire une pause, je vais reprendre ma respiration, je vais aller prendre un peu d'eau. Comme vous l'entendez, je suis bien congestionné. C'est français? Je pense que c'est français. Bien congestionné. Bref, et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Swung on, line to deep left field. It is gone! Alors, deuxième partie, on va pouvoir parler un peu plus de ce qui nous intéresse, le baseball universitaire, même si hein, tout nous intéresse bien sûr, enfin en tout cas tout m'intéresse en termes de baseball. Mais voilà, revenons un peu sur le baseball universitaire, j'en ai parlé tout à l'heure un peu en préambule, mais donc cet été il y avait la fameuse Cape Cod League comme chaque été, c'est une ligue d'été tout simplement. Et donc, sans rentrer dans les détails de la compétition, etc., c'est pas forcément le plus important et ce qui intéresse le plus, hein. Je pense que ce qui nous intéresse le plus en général vis-à-vis de cette fameuse Cape Cod League, c'est un peu les joueurs qui ont performé. Et bah voilà. Euh, on va regarder un peu quelques joueurs qui ont performé. Donc encore une fois, moi je me base sur les articles en fait, hein, tout simplement euh, que peuvent nous procurer par exemple différents sites hein, comme justement des baseball. Et à partir de là, bah voilà, je me fais un peu mon idée. Il y a des joueurs qu'on a déjà vus performer par exemple lors de la saison qui vient de se terminer et qui doivent donc maintenant montrer bah, déjà est-ce qu'ils sont en progression continue, puisque après la Cape Cod League, qui est un des passages un peu obligatoires, il y reste plus grand chose, si ce n'est la prochaine compétition NCAA, avant bien sûr d'arriver à la draft 2025. Donc c'est quelque part un passage obligatoire hein, pour les prospects qui doivent vraiment se montrer et essayer déjà de... euh, alors on va être en franglais comme d'habitude, hein, désolé, mais raise leur stock, on va dire, de draft. Donc voilà, voilà. On va parler un peu de quelques joueurs de position et quelques pitchers qui ont a priori fait du bon boulot du côté de cette Cape Cod League. Et si vous suivez ce podcast depuis maintenant, pas forcément ses débuts, mais depuis quelques temps au moins, il y a des noms qui vont vous rappeler des choses, parce que c'est des noms dont on a déjà parlé, que ce soit lors de la saison freshman ou lors de la saison sophomore. Donc allons-y sans plus tarder. Peut-être je vais tousser rapidement et ensuite on va y aller. Le premier joueur dont je vais parler, c'est un joueur qui a fait plutôt ses preuves hein, du côté d'Indiana, qui a derrière lui un héritage, puisque c'est un joueur dans la outfield, comme un certain Kyle Schwarber, pour ceux qui euh, se rappellent que Kyle Schwarber, ça a quand même été un alumnus, ça se dit comme ça, un alumnus euh, d'Indiana. Et donc, bah voilà, le joueur dont je veux parler, c'est tout simplement Devin Taylor. Devin Taylor, encore une fois, c'est un joueur au niveau, on va dire, aux outils athlétiques impressionnants. C'est un joueur quelque part dont on attendait encore plus. Hein. Je me rappelle que les projections, les prévisions de la saison, ou en tout cas les previews de la saison dernière, imaginaient vraiment une grosse saison de sa part. Alors, il a fait une très très bonne saison, mais on est presque en droit d'attendre plus au vu de ses qualités potentielles exceptionnelles. Donc voilà, c'est un premier nom que je vais vous dire de retenir dans un coin de votre tête, hein, Devin Taylor, vous inquiétez pas, on va en reparler assez souvent. Un autre joueur qui a continué à faire ses preuves, c'est Ike Irish, on en a parlé souvent, le catcher d'Auburn, qui lui aussi est un bon phénomène. Il a fait du côté de Chatham, l'une des équipes de la Cape Cod League, du très bon boulot, donc c'est pourquoi il est nommé. C'est un catcher, donc une position premium, donc forcément c'est un joueur en termes de draft MLB qui peut intriguer pas mal de scouts. C'est un joueur qui sort d'une saison collective très 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 compliquée. Hein. Auburn, ça a été vraiment catastrophique cette saison. Et il y aura forcément aussi un aspect revanche hein, pour cette faculté qui nous a habitués à mieux ces dernières années. Donc Ike Irish, attention à voir s'il va pas nous faire une grosse saison et peut-être être vraiment le meilleur receveur de la prochaine draft. Un autre joueur de SEC dont on a surtout parlé lors de sa saison freshman, c'est Ethan Petrie, l'outfielder de South Carolina, je rappelle, hein, peut-être à égalité avec Charlie Condon, le freshman de l'année en SEC la saison dernière, hein, donc la saison 2023. Mais la progression a été constante mais pas spectaculaire pour sa saison sophomore.
et surtout il a dû porter avec Cole Messina, c'est Cole Messina, hein. Oui, avec Cole Messina, l'attaque de South Carolina, ce qui a été très compliqué. Donc ça a été sympa, et là il s'est refait une petite santé lors de la Cape Cod League. Rien de exceptionnel, mais de sympa. Alors que l'autre personne dont j'ai envie de parler rapidement, là, Ethan Conrad, c'est un peu le contraire. Lui, il a vraiment été, pour le coup, en mode breakout, surtout cet été en Cape Cod. Il vient du côté de Wake Forest, et il n'avait pas non plus... alors, comment je peux dire ça? C'était pas non plus un des joueurs phares de Wake Forest, c'était voilà, un bon joueur du line-up, un outfielder encore une fois. Mais là, vraiment, du côté de la Cape Cod League, il a fait plus que se montrer. C'était vraiment voilà, la star un peu de cette Cape Cod League. Et je vais mettre à égalité avec un joueur qui s'appelle Aiva Arquette, qui vient de Hawaï, si je me rappelle bien, mais surtout qui est du côté d'Oregon State. Oregon State, la fac du fameux, comment il s'appelle, Travis Bazzana. Et d'après les articles que j'ai pu lire, voilà, il a vraiment montré de très belles choses. Alors, il faut le savoir, c'est un infielder, euh, plutôt shortstop du côté d'Oregon State, mais avec on va dire ses attributs physiques. C'est quelqu'un de très grand notamment. Peut-être, je vais pas dire lourd, mais pas forcément des plus légers. Peut-être qu'il va, voilà, finir par se déplacer peut-être en troisième base par exemple. À voir un peu où on va le mettre plus tard et où le projettent les scouts. Mais en tout cas, voilà. C'est apparemment vraiment le type de joueur que les scouts ont vraiment envie de voir, tout simplement. Euh, Ce qu'il va être capable en fait d'amener de côté d'Oregon State justement, puisqu'il était à Washington, et c'est un transfert du coup. Il était à Washington lors de ses 2 premières saisons où il a fait voilà, du boulot, du plutôt bon boulot. C'est un joueur qui surtout la saison dernière avait 325 de moyenne à la batte, un OPS de 958, avec notamment en termes de home run 12 home runs, 36 points produits. Voilà, donc c'est un joueur qui est en train de montrer des choses. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a été notifié en tant que shortstop, mais il a été capable de jouer aussi seconde base. Donc ça pourrait être par exemple une de ses positions préférentielles à Oregon State. On sait que maintenant il y a de la place sur Travis Bazzana pour justement avoir quelqu'un en seconde base. Donc voilà pour les quelques joueurs de champ dont je voulais parler. Il y a bien sûr d'autres joueurs dont on aurait pu parler, comme par exemple comme le fameux Trent Carraway, si on veut rester du côté d'Oregon State, qui a fait une très sympathique saison freshman. Ou encore Weiwa Aloy, le shortstop d'Arkansas, qui a été très bon. Mais bref, on pourrait rester des années et des années si on devait parler de tous ces joueurs-là. J'ai envie de passer du côté des pitchers très rapidement, avec là aussi certains noms dont vous allez peut-être vous rappeler. Par exemple, le premier dont j'ai envie de parler, c'est assez facile, c'est Kason Witherspoon, le releveur. En tout cas, la saison dernière, c'était le releveur d'Oklahoma. Il joue avec son frère aussi là-bas, tous les deux lanceurs. Et il a continué un peu sur sa lancée de la saison dernière. Il a été dominant du côté de la Cape Cod League. Donc vraiment, c'est un de ces prospects que l'on veut continuer à voir progresser et dont les scouts peuvent raffoler si la progression et la constance opèrent. Un autre joueur de Big 12 et de l'Oklahoma, mais cette fois-ci d'Oklahoma State, c'est Gabe Davis, qui a été très très intéressant à voir jouer, qui lui pour le coup reste un peu sur ce qu'on attend de lui en termes de projection, tout simplement. C'est un joueur très très grand. C'est un joueur qui a justement, voilà, en étant très très grand, c'est un 6'8". 6'8", c'est quoi? C'est 2 mètres. Je sais pas, un 6'9", c'est 2 m 03. Je sais même plus, j'avoue que là j'ai un petit trou, donc peut-être si c'est 6'8", ça serait. Enfin, je pense que 6'7", c'est 2 mètres à peu près, donc je dois me tromper. Mais en gros, il fait plus de 2 mètres. Voilà, on va pas chercher trop loin. Il fait plus de 2 mètres. Il peut jouer presque en ace s'il le faut. Il a une balle rapide qui a été capable d'atteindre les 100 miles par heure. Donc voilà, c'est des métriques qui intéressent fortement les scouts. Et donc forcément, Kason Witherspoon et Gabe Davis, ce sont des noms dont vous allez entendre parler assez souvent s'ils continuent sur leur lancée. Un autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est J.D. Thompson, un joueur de Vanderbilt qui, on l'espère, va pouvoir un peu rehausser le niveau un peu disparate et hétéroclite des pitchers de Vanderbilt ces dernières saisons, alors que Vanderbilt justement ils sont très connus pour former des très très bons pitchers. Donc à voir ce qu'il va être capable de faire. Je sais que j'avais lu pas mal de choses sur Patrick Forbes qui vient du côté de Louisville, qui a montré de très belles choses en termes de balles rapides également.
Et un dernier joueur à donner pour vous donner du name dropping, c'est James Ellwanger. James Ellwanger, pour le coup, c'est un genre de Dallas Baptiste. Dallas Baptiste qui avait l'année dernière une très belle classe de pitcher. Et donc James Ellwanger va pouvoir continuer à progresser de leur côté. On va voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, ce sont quelques noms que je voulais vous donner. J'ai pas tout donné, puisque bien sûr, il y a des joueurs comme Kate Fisher qui maintenant est désormais ex-Florida, parce qu'il vient de transférer du côté d'Auburn. Qu'on avait vu la saison dernière, plus à son aise en tant que releveur, mais c'est normal. Plutôt qu'en tant que starter, il a été entre guillemets l'ace par défaut de Florida, je vous le rappelle un peu, et ça avait été très compliqué. Mais voilà, il y a pas mal de joueurs très intéressants à voir jouer. Gage Wood, Pierce Coppola, justement, en parlant encore de Florida, ou Jake Clemente, toujours de Florida, Tanner Franklin, etc., etc. Je vais pas vous donner trop de noms, j'ai pas envie de vous déborder avec trop de choses pour un podcast de reprise que l'on va arrêter dans quelques minutes, même quelques secondes. Mais c'était un peu pour vous parler du baseball de cet été, ce qui s'est un peu passé, que ce soit en dehors du college baseball et pour finir dans le college baseball. Il y avait d'autres sujets que je voulais évoquer, mais on va plutôt attendre un peu que ça se tasse et qu'il y ait vraiment des résolutions. Je pense notamment à ce qui se passe en termes de, voilà, vous savez, un peu tous ces trucs d'arrangement entre la NCAA et on va dire les textes de loi ou entre guillemets, les attaques qu'ils ont subies vis-à-vis de la loi dans tout ce qui concerne un peu leur structuration directe, puisque là on parle carrément d'avoir un settlement, donc une sorte d'arrangement en termes de revenus, ce qui va changer complètement la donne sur les athlètes, parce que je rappelle que ce sont des étudiants à la base, des étudiants athlètes, mais là on est en train de shifter dans un modèle économique complètement différent. Mais c'est pas forcément la seule nouvelle de cette suite de lawsuits. Ce qui est le plus intéressant pour nous en termes de baseball universitaire, c'est en fait deux choses. La limitation du roster à 34 joueurs, je rappelle que là en ce moment ils peuvent aller jusqu'à 40 joueurs, et aussi l'augmentation du nombre de bourses. C'est-à-dire que là actuellement, je pense que voilà, ils ont un minimum de 11 bourses, mais 11 bourses sur 40 joueurs, c'est assez peu. Et là, on pourrait avoir vraiment une explosion du nombre de bourses qui va encore une fois changer le visage du college baseball. Mais à l'heure actuelle, alors que c'était bien parti, ils sont actuellement en attente. Donc plutôt que de parler de quelque chose qui est toujours en train d'être réglé, je préfère attendre que ça se tasse, que ça se règle vraiment pour qu'on puisse en parler en long, en large et en travers. Les autres sujets vont être liés bien sûr à tout ce qui est transfert et tout ce qui est un peu mouvement de coach. Donc tout ça aussi, ça va attendre, je pense, un prochain épisode. On va pas se prendre la tête, je pense que là on a 25 minutes, un peu plus pour une reprise, c'est pas si mal. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours sur un peu ce que vous avez suivi cet été en termes de baseball. Est-ce que vous aimez suivre en termes de baseball qui n'est pas forcément MLB ou college baseball? Et sur tous ces bons mots, je vous dis à très très bientôt. J'espère que d'ici là, le Covid sera complètement parti, sera de l'histoire ancienne. Et je vous dis voilà, un petit volley de circonstances et tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.